Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous accueillir, à cette, pendant les vacances pour la Suisse et alors que chez en France, je crois que c'est pas encore les vacances, Julia? Pas encore, non, dans Non? quelques semaines. Ouais. Donc je suis ravie d'accueillir, Julia qui est accompagnée apparemment de son chat. Ouais, Heu, ça y est, bon elle est venue. bonjour le chat et qui, est travel planner pour, sa société L'Imprudence des voyages. Ce soir, nous allons parler d'Asie, mais avant Julia, je vais te laisser te présenter. Bah, merci beaucoup Anne déjà pour l'invitation. Je vais déjà jarter mon petit chat qui est en manque de câlin parce que je reviens de la Turquie et elle m'a pas vue depuis un petit moment. Donc je me présente, donc je m'appelle Julia Coutura, j'ai créé donc Imprudence des voyages, qui est une entreprise de création de voyages sans mesure. On fait des voyages en fait partout dans le monde. On travaille avec ma partenaire donc Justine, avec une quarantaine aussi d'autres, réceptifs dans le monde entier, dans le but de réaliser des voyages surtout hors des sentiers battus, des voyages haut de gamme où on accompagne, on coach, nos clients pour mieux voyager, voyager en toute sécurité et leur permettre de réaliser de belles aventures, qui sont vraiment bien, conçues par des experts, du voyage sans tomber non plus dans les pièges à touristes et dans le tourisme de masse ou dans les bacs standardisés ou voilà, qui sont assez, trop revus, donc moi j'essaye vraiment d'éviter ça. J'essaye surtout d'éviter ça, tout simplement et de faire du hors sentier battu parce que c'est tout simplement ma façon de voyager depuis au moins plus de 10 ans où, voilà, j'ai toujours voyagé en sac à dos, essayer d'aller un peu, dans les campagnes, dans les endroits qu'on ne voit pas trop sur internet pour vraiment m'immerger dans la culture et c'est ce que j'essaye de recréer, à Imprudence des voyages et c'est pourquoi mes clients, viennent me voir. C'est pour justement, rechercher ce type de voyage, qui est difficile à trouver tout seul, surtout quand on connaît pas la destination. Parce qu'il faut le dire, je sais que tu visites les destinations et Mmh. ton associé Tout à Justine, merci Julia, tu sais à quoi je fais référence. fait, Ah, yes. et ton associée Justine est aussi, on peut dire digital nomade? On est Tout à d'accord? fait, tout à fait. Et elle visite aussi bien sûr les pays, sur lesquels vous travaillez pour vos clients, Mmh. pour avoir en plus tout un réseau, on va dire, un réseau de prestataires touristiques que vous connaissez, que vous avez rencontrés Mmh. et du coup, bah, une assurance, de qualité. Voilà, tout à fait. Bah, par exemple, un très bon exemple, c'est que là, donc je reviens de la Turquie, Mmh donc mh. j'y suis allée pour découvrir ce pays, donc je me suis un petit peu perdue à droite à gauche. J'ai testé des hôtels, j'ai testé, des différents tours opérateurs, excursions et cetera et donc je suis revenue avec, bah, de nouveaux partenaires, avec des tarifs négociés, pour mes clients, donc c'est ça qui est chouette. Par exemple, l'année dernière, on avait fait aussi le Vietnam où on avait, fait un voyage test avec l'un de mes partenaires donc oui, le but, c'est vraiment quand on envoie quelqu'un dans un pays, c'est qu'on connaît vraiment bien la destination, qu'on a des guides locaux, on peut avoir des chauffeurs, on peut avoir, vraiment des réceptifs plus importants. En tout cas, tous nos réceptifs sont toujours des structures locales parce que j'ai à cœur de faire vivre l'économie locale des pays dans lesquels je visite, dans lesquels j'amène mes clients et qui ont cette même philosophie de réaliser des voyages vraiment authentiques et hors des sentiers battus. Donc voilà, c'est tout l'intérêt, d'Imprudence des voyages et ça nous permet justement de réaliser des voyages très qualitatifs. Ça compte, hein, parce que si on voyage loin, surtout loin en fait, c'est quand même pour eux aussi, pouvoir justement avoir le contact avec les locaux, avec, la population et c'est ça qui fait la qualité d'un voyage. C'est je j'aime Totalement, totalement et on fait très régulièrement, surtout en Asie justement, mmh, des nuits chez l'habitant. Donc ça, c'est très souvent demandé et même sans passer par mes partenaires, j'ai différentes aussi applications quand la personne veut faire son voyage simplement en auto-tour pour aller chez l'habitant, une application que j'utilise depuis très longtemps, depuis ses débuts d'ailleurs et qui permet vraiment de faire des voyages qui sortent, de ce qu'on a l'habitude de voir, un peu à droite à gauche. est-ce que tu veux nous dire quelle est ton l'application que tu utilises ou c'est un secret? Oui. Bien sûr, bah, je peux le dire, hein, de toute façon, tout le monde peut l'utiliser et je le recommande fortement. C'est, Couchsurfing, enfin Ouais. Couchsurfing.
voilà, à la française. Alors maintenant, il y a un abonnement, maintenant c'est devenu payant pour, justement que les gens qui soient sur cette application, bah, soient des personnes sérieuses, hein, qui puissent accueillir des gens. Moi-même, hein, je suis coach surfeur, dans ma ville où, j'accueille, très souvent d'autres voyageurs, donc ça me permet de faire des rencontres avec des personnes et en fait, le but de cette application, c'est vraiment d'aller dormir chez les gens gratuitement. Alors ça peut paraître dingue comme, concept dans un premier temps, mais voilà, il y a aucune contrepartie. La seule contrepartie, c'est que quand tu vas dormir chez la personne, bah, tu discutes un peu avec elle, tu passes un beau moment, une bonne soirée. Moi, je l'ai énormément utilisée, c'était au Japon où franchement elle est très, très utilisée par énormément de Japonais. J'ai vécu des soirées incroyables, avec, plein de monde dans des maisons, enfin des Japonais qui accueillaient plein de voyageurs, de plein de pays différents et ça a pas de prix et puis comme ça permet d'économiser sur les logements donc c'est top. C'est clair et puis, bah, justement après, j'ai des petites questions, questions, coutumes et traditions. Donc là, vraiment, tu vas pouvoir, nous renseigner à ce sujet-là. Mais alors du coup, ben, on attaque sur l'Asie. On va commencer par, pour des voyageurs, par la première question, pour des voyageurs qui vont la première fois en Asie, que conseilles-tu comme pays? Alors ça, c'est une très, très bonne question parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse claire, parce que tout dépend du type de profil. Par contre, il y a des pays que je vais déconseiller plutôt. Par exemple, je vais déconseiller les pays qui sont assez pauvres comme, le Laos ou le Cambodge ou l'Indonésie, qui pour un premier voyage en Asie, ça peut être assez intense et voilà, la culture est vraiment très différente, on peut facilement se perdre, ça peut faire peur très, très vite, ce genre de pays et bon, le Laos, par exemple, c'est un pays, que Justine a fait et voilà, c'est un pays, si on n'est pas habitué à vraiment voyager en Asie, on peut vite, bah, se sentir totalement perdu et pas profiter véritablement du pays. Après, moi, en tant que fan inconditionnelle de l'Asie, l'un des premiers pays que je conseillerais, ça serait le Japon, mais uniquement si vraiment la culture manga vous intéresse. Voilà, c'est un pays, où quand on est dedans, on est clairement dans le monde du manga et on a des étoiles dans les yeux. Moi, ça a été mon premier pays en Asie et après, petit à petit, je suis allée voir les uns et les autres qui sont très, très différents du Japon et sinon, un pays quand même que je pourrais conseiller, qui est très intéressant et qui est surtout pas trop cher pour un premier voyage en Asie parce que, bah, ça, Anne, tu le sais, les billets d'avion en Asie, souvent, c'est voilà, il faut y mettre le prix. Oui, Voilà, c'est pas donné. non. Et bah, c'est la Malaisie que, je conseille, énormément pour un premier voyage en Asie. La Malaisie et le Sri Lanka. Alors la Malaisie, je le conseille et je crée énormément de voyages dans ce pays en autotour où, vraiment on peut faire des voyages pour pas grand-chose. C'est assez impressionnant, c'est d'ailleurs un de mes pays préférés et le Sri Lanka aussi que je conseille énormément en tant que premier voyage. Mais là, je travaille avec un réceptif donc, en fait, mes clients ont des chauffeurs guides privés pendant tout leur séjour. Donc c'est beaucoup plus simple, hein, ça facilite totalement, le voyage, le séjour parce que voilà, on a son petit chauffeur guide avec soi, donc on n'a pas trop besoin de réfléchir concernant les étapes et ça permet de visiter un pays qui est pas facile à visiter tout seul, de manière, en toute sécurité, voilà, avec vraiment un local à ses côtés et de pouvoir visiter les incontournables. On fait évidemment des nuits chez l'habitant, au Sri Lanka parce que c'est ce qu'on nous demande très régulièrement. Puis Ouais. il y a une ce qui est bien aussi avec le Sri Lanka qu'on retrouve pas forcément avec, d'autres pays, c'est qu'il y a il y a des safaris qu'on peut faire déjà. D'accord. Ça Non, en Asie alors là, pour le coup, je le savais pas, tu vois? bah, voilà, c'est en Asie, on peut faire des safaris uniquement au Sri Lanka, surtout c'est dans le parc de Yala qui nous est très souvent demandé. Après, il existe d'autres parcs où on peut en faire. Donc on voit des éléphants, mais on voit pas que des éléphants, on Non, voit vraiment j'imagine. ouais, on voit vraiment plein d'autres faunes, donc c'est vraiment top. Puis, petite extension balnéaire à la fin et puis ce qui est sympa avec le Sri Lanka aussi, c'est qu'il y a les Maldives juste en dessous. Donc souvent on complète avec une extension aux Maldives et ça, c'est quand même, vachement sympa, pour Alors terminer le voyage. alors du coup, là, pour, par exemple, un voyage avec une extension aux Maldives, tu le conseilles de combien de temps? Avec une extension aux Maldives, je conseille sur une quinzaine de jours, pas moins. Il faut savoir que l'extension aux Maldives, pour le coup, c'est quand même c'est un coût Oui. supplémentaire. Voilà, c'est pas rien. Donc souvent, quand les gens veulent une extension balnéaire, mais veulent pas trop y mettre le prix, dans ce cas-là, on reste sur la côte sud, vers Bentota, Mirissa, c'est des villes qui sont très bien. Mais si les gens ont un budget assez conséquent et qu'ils veulent vraiment se faire plaisir, là, l'extension balnéaire, 3-4 jours aux Maldives, c'est suffisant.
et ça permet vraiment de faire un voyage, magnifique. C'est vraiment paradisiaque. Ouais, puis d'avoir vraiment le côté, intéressant. Alors je dis pas que c'est pas intéressant le balnéaire, hein, mais le côté repos aussi, tu vois? C'était Oui. c'est plus, dans ce sens-là que je veux le dire, hein. C'est pas du Mmh. tout c'est pas intéressant le balnéaire, mais c'est plus dans le côté, voilà, repos à la fin. Tout à fait, voilà, c'est ça. Donc voilà les pays qui sont, intéressants pour un début. Après honnêtement, ce qui est bien avec l'Asie, c'est que de manière générale, c'est une partie du monde qui est ultra safe, donc même pour des premiers voyages hors Europe, souvent je conseille l'Asie parce que, voilà, en tant que même fille seule, c'est très simple de se déplacer. Il y a très, très peu de dangers, dans la plupart des pays en Asie, voilà, c'est on peut y aller les mains dans les poches quand on est bien conseillé, il y a aucun souci. D'accord. Et tu conseilles, bah, justement, l'Asie, c'est loin, on fait attention à la planète quand même, hein, même si on y va en avion, hein, bien souvent, parce qu'à vélo, ça fait vraiment un petit peu trop loin. Non? Combien de temps moi, j'aime bien poser cette question toujours. Est-ce dans tous mes lives, je la pose, c'est parce que combien de temps on doit y aller à la base pour faire un joli voyage, hein? Parce que c'est effectivement un budget, donc Mmh. combien de temps est le minimum? Alors, le minimum, on va dire, si on a un budget assez raisonnable et qu'on a, des congés ou des vacances uniquement, pour moi, c'est vraiment entre 10 à 15 jours. 15 jours, c'est vraiment le mieux. C'est à ce moment-là qu'on peut le plus profiter. En dessous de 10 jours, au vu du temps dans l'avion, du décalage horaire, de la fatigue, ça vaut pas trop le coup. Dépenser autant pour rester si peu de jours sur place, c'est mieux de faire plutôt un voyage en Europe ou, en Afrique du Nord. Voilà, là, on va vraiment beaucoup plus profiter et pas avoir tout le jet lag, des nombreuses heures en avion. Et Ouais, après, alors si, comme moi, on est vraiment passionné de voyage et qu'on donne tout dans les voyages, clairement, pour moi, le mieux, c'est 3 semaines. Mais vraiment, voilà, après 3 semaines, pas tout le monde est capable de le faire, hein, surtout pour un non, premier voyage. non, Ça peut être même trop éprouvant, 3 semaines, surtout en Asie parce que il faut vraiment se rendre compte qu'en Asie, on est sur une culture qui n'a absolument rien à voir avec la nôtre. Mais oui. on trouve pas de Carrefour, on trouve pas de Leclerc, voilà. Il faut se Non, dire tous les repères sont perturbés, en fait, hein. totalement, mais vraiment, on en a absolument aucun et moi, mon premier voyage en Asie, donc c'était, le Japon où j'y suis restée un peu plus d'un mois. Ça a été très difficile quand même psychologiquement et j'avais envie de rentrer à la fin, j'en pouvais plus. Je voulais revenir en France parce que j'étais jeune, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile, aussi éprouvant. Rien que de ne pas pouvoir parler français, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Ouais, J'avais besoin de contact, français et je le retrouvais pas et en plus, le Japon, voilà, le Japon, comme je dis toujours, c'est vraiment, l'inverse total de la France. On peut pas faire plus inverse que, le Japon. Donc ça nous met un peu à l'envers et ça peut un peu être déstabilisant. Donc c'est pour ça que le mieux, on va dire, pour, un profil classique, c'est vraiment 15 jours, de voyage dans un pays, c'est vraiment parfait. Là, on adore. OK. Surtout que, bah, enfin, voilà, l'avantage de passer par un travel planner ou une agence de voyage, hein, finalement, c'est vraiment que là, par contre, c'est rassurant aussi pour les personnes. Elles sont pas lâchées à l'aventure, justement dans des pays comme ça qui sont, peut-être vraiment loin de ce qu'on est en Europe et de notre façon de vivre. Donc je pense que c'est aussi tout l'intérêt de passer, quand on n'est pas sûr de soi ou les premiers voyages effectivement, de passer par des professionnels qui peuvent accompagner les voyageurs. Ah mais oui, totalement et même, quand on a l'habitude de l'Asie, c'est toujours bien de passer par des experts. Moi, je prends souvent l'exemple, du Vietnam. Oui, Le Vietnam, voilà, même quand on est un voyageur expérimenté, qu'on aime bien faire ses voyages tout seul, partir en sac à dos comme moi je le fais, en fait, ben, on se rend compte très, très rapidement quand on est dans ce pays qu'on est vraiment dans des pièges à touristes très facilement. Parce qu'il faut savoir que le Vietnam, quand on passe pas par un professionnel, on ne peut pas visiter le vrai Vietnam. Le Vietnam authentique est totalement caché du touriste aujourd'hui, hein. À mmh, l'époque, c'était pas comme ça, mais aujourd'hui, ce pays a beaucoup évolué et a un tourisme de masse très conséquent. Donc on a beaucoup de gros groupes, d'agences de voyage qui, en fait, ont monopolisé certaines villes,
qui ont carrément chassé les locaux de certaines villes et qui, voilà, font des circuits, touristiques où on y va en bus et en fait, les touristes qui y vont dans ces endroits très populaires, hein, c'est vraiment les seuls endroits qu'on voit sur internet d'ailleurs, hein, qui sont proposés sur internet, c'est ceux-là et ben, en fait, les gens pensent voir des vrais locaux, mais en fait, tous ces gens ne sont que des acteurs. Donc c'est d'autant plus important et intéressant de passer par des experts et des personnes qui connaissent vraiment la destination, qui y vivent, qui, voilà, qui sont vraiment dedans pour, éviter de se faire avoir comme ça et moi, le Vietnam, donc je l'ai fait avec mon partenaire, comme je l'ai dit. C'est lui qui m'a organisé, mon voyage de A à Z et donc il m'a fait passer, par le vrai Vietnam. Donc c'était des endroits où, quand il me disait le nom des villes, je les trouvais même pas sur internet. Je galérais à les trouver, je me disais: «Mais il m'emmène où en fait? Comment ça se fait?» Et il m'a expliqué que voilà, là, je vais vraiment être avec les locaux et ouais, j'ai vécu des expériences de dingue et vraiment j'ai adoré et mais par contre, si je passe par, cette ville-là ou cette ville-là, par exemple la baie d'Along, c'est vraiment, l'endroit à éviter le plus possible au Vietnam. Surtout que ça ressemble plus du tout à ce qu'on voit sur internet, donc la plupart des gens qui y vont sont juste extrêmement déçus et repartent, en disant: «Ah c'est moche, c'est pollué, ça pue, il y a plein de touristes». Alors qu'il y a un vrai Vietnam qui se cache toujours. Mais voilà, faut savoir, faut connaître et ces informations ne sont pas disponibles pour tout le monde. Donc c'est vraiment pour l'Asie, c'est vraiment intéressant de passer par quelqu'un. Pour le Japon, moi, je me suis clairement faite avoir pour mon premier voyage au Japon où, j'étais bercée par tout ce que je voyais sur internet. Moi, j'étais jeune, hein, mais voilà, j'ai été bercée par plein d'incontournables à voir et à faire et bah, j'ai été de déception en déception et Ah dommage. aujourd'hui bah, ça m'a formée, ça a permis, ça m'a remis un peu les pieds sur terre aussi. Ça m'a permis de me rendre compte que oui, ce qu'on voit sur internet ou en agence de voyage n'est pas forcément vrai tout le temps. Que voilà, on a beau essayer de chercher les informations, quand on n'y est pas allé, c'est compliqué Ouais. et maintenant, je coach vraiment les gens qui y vont et je leur explique la réalité du terrain. Voilà, comme ça, ils ont pas des désillusions, ils savent vraiment dans quel pays ils vont, ils savent ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est à voir, ce qui n'est pas à voir et cetera. Tu viens de casser un mythe, moi je rêvais d'aller dans la baie d'Along. Ouais, bah, eh bah, Je écoute, n'y je vais suis te encore conseiller jamais allée. franchement, la baie d'Along, je te jure qu'aujourd'hui, c'est vraiment dégueu et c'est rempli de bateaux à touristes. Il y a plus rien de naturel et les populations locales ont été chassées de la baie d'Along. Donc Alors ça, c'est si le pire. comment? Ça, c'est le pire. Oui, bah, en fait, mon partenaire est un Vietnamien et il a son agence locale et il se bat énormément contre ça, justement. Donc c'est pour ça que je suis très fière de pouvoir travailler avec lui parce que nous, on essaye de faire remonter ce Vietnam authentique. On fait aussi des nuits chez l'habitant, des vraies nuits chez l'habitant où vraiment, le vietnamien parle pas un mot d'anglais, tu parles pas un mot de vietnamien, mais c'est pas grave et il va t'apprendre à pêcher comme il pêche, il va t'amener chez lui, il va te faire goûter sa nourriture. Enfin, vraiment, c'est juste incroyable comme expérience, de voyage et à côté de ça, la baie d'Along, nous, on la remplace par, d'autres baies justement qui sont moins connues et dans lesquelles, voilà, il y a vraiment les vrais enfin, c'est de l'authentique et Ouais, où il y a encore des des paysages incroyables et où tout est encore là, hein. De toute façon, oui, le tourisme de masse, il y a pas de problème. Ça a bien abîmé beaucoup de choses, beaucoup d'endroits. ouais et c'est pour ça que là, les paysages que je propose au Vietnam, bah, c'est les mêmes qu'on voit sur internet, mais c'est pas aux mêmes endroits. Très beau et puis c'est surtout authentique et Ouais, habité par des vrais locaux, enfin, voilà, par des locaux qui sont pas forcément intéressés au tourisme, mais qui partagent volontiers leur vie, en fait, un bout de to leur vie. totalement. Donc voilà. Je te dirais pour la baie d'Along, Oui, tu me diras ça, mais je vais pas retourner en Asie tout de suite, pour différentes raisons. Alors j'ai adoré l'Asie, mais je vais pas y retourner tout de suite. Ce ne Mmh sera mh. pas mon prochain voyage, mais par contre, je n'oublierai pas pour la baie d'Along, je te promets, je n'oublierai pas. Je te dirai, il y a pas de souci. Je pense que ce sera d'ici 4-5 ans à nouveau l'Asie pour moi. Ça va, bah, peut-être que d'ici ça aura changé en plus. Écoute, à voir comment ça se passe et à voir si est-ce que les gens sont sérieux? Est-ce que dans leur voyage, est-ce que les gens sont respectueux dans leur voyage? Je Mmh. je sais pas. On reverra d'ici là, hein. Oui, on verra, on verra. Bah, justement, puis tu es venu dessus, et ça, c'était une question que j'avais plus loin, mais je vais te la poser maintenant. Ouais. Comment s'en sortir justement avec des locaux
qu'on ne comprend pas parce qu'ils parlent pas tous, tu viens de nous le dire, ils ne parlent pas tous anglais, donc comment on peut s'en sortir? Je sais bien qu'un sourire et des gestes, des fois, c'est suffisant, mais est-ce que tu as 1 ou 2 petits tips à nous donner? Ouais, oui, oui, j'en ai totalement parce qu'il faut savoir en fait que contrairement, au reste du monde où, souvent les gens savent plus ou moins parler anglais, en Asie, c'est pas le cas. En Asie, alors, par exemple, au Japon, ils parlent presque pas un mot d'anglais, mais même les jeunes, hein, j'avais essayé de discuter en anglais avec des jeunes au Japon. On était à Osaka, donc Osaka qui est l'une des villes les plus occidentalisées quand même du Japon, donc je me suis dit: «Bon, quand même, ils connaissent». Ouais. J'ai pas réussi à aligner 3 phrases avec eux, donc je me suis dit: «D'accord, ils savent même pas dire hello, tout ça, ils connaissent pas». Et de manière générale, en Asie, l'accent anglais est très, très compliqué à comprendre et même, par exemple, ma partenaire Justine, qui elle est bilingue anglais, voilà, c'est son premier métier, c'est la traduction. Même elle, galère en Asie à comprendre les asiatiques, hein. C'est le pire, c'est quand c'est des indiens, ils ont un accent très, très, très compliqué à Très comprendre. fort, oui. Ouais, ouais, ouais. Donc quand on part en Asie, on se sent terriblement nul en anglais parce qu'on n'arrive pas à communiquer correctement et donc en fait, j'ai une méthode toute simple, pour ça, que j'utilise tout le temps. Bah, par exemple, quand je me suis retrouvée au Vietnam, j'ai été accueillie, en fait, chez des locaux un peu par hasard, c'est ce que j'ai fait. Ça m'est encore arrivé il y a bah, en Malaisie aussi, ça m'est arrivé, enfin, ça m'est un peu arrivé tout le temps. Tout simplement, le plus simple, c'est vraiment, Google Traduction. Cette application, on la télécharge, sur le téléphone et elle est aujourd'hui super bien faite, elle est bien mieux faite qu'à l'époque où en fait, alors on peut parler et ça traduit directement dans la langue. Ouais. Donc ça, c'est génial. Donc en fait, moi, c'est comme ça que je communiquais avec, ces locaux qui m'avaient accueilli chez eux parce qu'on ne parlait pas un mot de la langue de l'autre. Donc en fait, pendant toute une journée entière, on a communiqué comme ça, quoi et c'était absolument pas gênant. Chacun prenait son temps et puis voilà, ça fait partie du voyage. Puis après, pareil pour les menus, souvent, enfin pour tout ce qui est écriture, surtout par exemple au Japon, Oui. pareil sur Google Traduction, il y a un paramètre photo. Bah là, j'ai encore utilisé, pour la Turquie, par exemple, où pareil, tout était écrit en turc et je comprenais rien du tout. Où, il y a juste à mettre le portable au-dessus et ça traduit automatiquement dans la langue. Donc, c'est vraiment super simple et en fait, on casse tout de suite cette barrière de la langue avec, cette application. Il y a vraiment c'est aussi simple que ça. Ça peut paraître tout bête, Non, mais, non. voilà, moi qui parle pas un mot japonais, malaisien, enfin voilà, je parle, que l'anglais et bah, j'utilise toujours cette application quand je pars en Asie et j'ai aucun problème à me faire comprendre. Donc voilà, même si on a peur de pas réussir à parler, on Mmh. part avec Google. Google est bien souvent notre ami, il faut le dire, parfois Ouais. notre ennemi, pour nous professionnels du web, n'est-ce pas? Mais, Ouais. mais ça, c'est un autre débat. Mais par contre, voilà, on peut partir, on sait qu'on peut partir, c'est pas un frein, c'est pas un frein. Non, on croit ça, on croit mais même moi, hein, je l'ai cru pendant très longtemps et ça me bloquait à partir. Mais en réalité, quand on est, dans le pays et qu'on a cet outil et qu'on a les panneaux et qu'on a la vie autour, on arrive toujours à se débrouiller et dans le pire des cas, il y a toujours les hôtels qui sont Oui. tes amis tout simplement. Voilà, la réception, tu vas les voir et ils sont toujours là à te donner de bons conseils, à te donner des plans et à t'expliquer comment ça se passe. Moi, c'est ce que je fais de toute façon, à chaque fois que je vais dans un hôtel, hein. La première chose que je demande, c'est: «Bon, qu'est-ce qu'il y a à visiter dans la ville? Est-ce que vous avez un plan? Où sont les bus?» Et ils te donnent toujours les informations. Donc Oui, vraiment ils donnent toujours les informations et puis, eux comprennent souvent très bien l'anglais, donc c'est pas là, sur ce point de vue-là, bah, c'est pas un problème, quoi. voilà. Donc faut pas avoir peur. OK. On va parler un petit peu des meilleures époques, de l'année pour visiter donc pour organiser un voyage, en Asie. Alors pour organiser, ben, déjà, combien de temps à l'avance il faut s'y prendre? Et puis Mmh. pour toi, quelle est la meilleure époque aussi pour partir? Alors, en général, pour l'Asie, après ça dépend des destinations qui sont plus ou moins cotées, mais de manière générale, c'est toujours bien de s'y prendre 6 mois à l'avance. 6 mois à l'avance, c'est, ce qu'il faut pour préparer correctement son road trip et avoir des hôtels, suffisamment intéressants. En dessous de 6 mois, ça commence à être difficile, surtout dans certaines destinations très cotées comme Bali ou Japon. C'est vraiment, je pense même les pires. Actuellement, les pires, c'est Bali où, voilà, par exemple, là, on a booké les derniers voyages pour Bali pour cet été, mais là, maintenant, il y a plus rien, il y a plus aucune place. Ce qui reste, c'est pas terrible, quoi. J'emmènerai pas mes clients dans ces hôtels, ça vaut plus le coup. Autant attendre Ouais, et c'est vraiment du piège à c'est vraiment du gros hôtel et
ce qu'on voit qui est Ouais. pas forcément, C'est ça, ou qui est mal noté tout simplement, donc bah, dans ces cas-là, voilà, c'est quand il y a des problèmes d'eau chaude, ce genre de choses, donc je vais pas emmener mes clients là-dedans. non. Donc voilà, 6 mois, 8 à 6 mois, c'est vraiment bien. Pareil au niveau des billets d'avion, c'est là où on a des tarifs vraiment intéressants et Exact. sinon, la meilleure période pour y aller, alors en fait, ça dépend des destinations parce qu'il y a évidemment la période de la mousson en Asie, mais elle est pas aux mêmes endroits, aux mêmes pays. Donc moi, comme conseil que j'aurais, où je déconseille d'aller, à un certain moment de l'année en Asie, pour presque toutes les destinations, c'est vraiment juillet-août. Juillet-août et même décembre, c'est les 3 mois qu'il faut absolument éviter. Alors juillet-août, simplement parce que déjà la plupart des pays en Asie à ce moment-là sont dans leur période de mousson, justement. Oui. Bon, ça m'a pas empêché de partir, en Asie l'année dernière, en juillet-août, hein, mais enfin août-septembre j'ai fait Oui, et mais tu sais, toi, tu es dans l'expérience. voilà, c'est ça, Tes c'est clients le attendent peut-être pas tant peut-être pas autant d'expérience que toi. Toi, tu es quand même une habituée. Tu voilà. pars vraiment à l'aventure, tu pars à la découverte. Mais c'est vrai que quand on est, par exemple, une famille, tu as pas forcément envie de te retrouver dans la galère à la mousson et Voilà, c'est ça. Mais bon, ça peut se faire, mais vraiment je déconseille et surtout c'est là que les prix des billets d'avion vont exploser, donc c'est vraiment pas intéressant et en décembre aussi pareil, les prix des billets d'avion explosent, mais ça c'est de manière générale dans le monde, on a vraiment, une différence de prix entre novembre et décembre et énorme. je déconseille aussi parce que, les pays qui sont pas en mousson en juillet-août, souvent il y a une chaleur étouffante, une chaleur vraiment extrême, comme au Japon et en Corée où, c'est très, très désagréable, on sue à pleines gouttes et il suffit juste d'attendre septembre-octobre pour vraiment, bah, passer cette période de chaleur intense pour mieux apprécier. Donc voilà, c'est vraiment ça. Après dans le reste de l'année, en soi, ça dépend des personnes et de leurs congés, mais sinon tout le reste, c'est bon. OK, donc ça, c'est bon à savoir. Je je t'ai demandé pour les visas ou pas? Non, Je t'ai pas non. demandé pour les visas. Est-ce qu'il faut des visas pour partir en Asie? Dans quel pays il en faut? Est-ce que c'est partout? Ah oui, hein, aujourd'hui, on parle vraiment d'organisation totale, hein, là, parce Il y a que pas de souci. c'est vraiment Alors des questions qui sont récurrentes, je le vois bien sur internet, hein, puis je pense que tes clients te posent toutes ces questions. Donc, est-ce qu'il faut des visas? Alors non, il faut pas de visa à part si ça fait plus de 90 jours que vous êtes dans le pays. Donc là, oui, il faudra demander un visa, mais souvent on n'atteint pas les 90 jours. Donc souvent on fait plutôt 15 jours. Par contre, il faut un passeport et je rajouterais, au fait qu'il faut un passeport, c'est qu'il faut un passeport en bon état et ça, c'est vraiment primordial, c'est très important. Je pense surtout à, une mode que j'ai vue passer sur les réseaux où, des gens tamponnaient, enfin faisaient des faux tampons pour, rigoler, enfin je sais pas, mais ils faisaient des faux tampons de pays des fois qui n'existaient pas ou alors de l'île de Pâques, enfin vraiment, de destinations. Ça, il faut savoir que si vous faites ça, alors c'est pas vous considérez ça pas comme une dégradation, mais c'est totalement une dégradation et vous pouvez être retenu dans le pays et ne plus pouvoir repartir. Donc il faut surtout pas, déchirer, froisser ou tamponner, enfin faire des graffitis sur son passeport. Il faut vraiment qu'il soit en bon état et il y a des pays en Asie comme, le Vietnam qui sont extrêmement stricts sur, la qualité du passeport. Ils vont regarder au peigne fin. S'il y a une page qui est un peu déchirée ou quoi que ce soit, ils peuvent vous garder. Donc vraiment faites surtout attention à ça, avoir un passeport, qui soit, en bon état, qui est avec toutes ses pages, voilà, qui est pas trituré et puis également le passeport, il doit être, valable 6 mois après, Retour. après voilà, après le retour. Ouais. Donc ça aussi, il faut faire, attention parce qu'on peut rester bloqué bêtement. Oui, mais ça, c'est des bons tips parce que c'est vrai que le passeport, bon, tu te dis: «Bon, voilà, il y a un petit bout de page qui est Mmh. déchiré lors d'un dernier voyage». Et Voilà. ben, c'est vrai que c'est quand même très, très bon à savoir. Oui. Puisqu'on est dans les choses, enfin dans le pratique, vaccin, tu nous en parles un peu? Oui, bien sûr. Alors au niveau des vaccins, il n'y a pas de vaccin obligatoire, sinon vous êtes refusé, dans un pays en Asie. Par contre, il faut évidemment être à jour de tous ces vaccins, surtout hépatite A, hépatite B, la rage, voilà, c'est vraiment ces vaccins, il faut être vraiment à jour. Après, on peut prendre le traitement contre la dengue pour certains pays, Oui, surtout là où il y a la jungle. Je pense par exemple à la Malaisie ou, même à Bali
où, souvent c'est conseillé enfin en Indonésie de manière générale, c'est conseillé de prendre le traitement. Bon après, moi je suis un très mauvais exemple parce que, je suis allée dans la jungle en Malaisie et j'avais pas pris le traitement contre la dengue. Donc, voilà, j'ai pris le risque, mais, c'est parce que c'est vraiment dans certaines zones de la Malaisie qu'on peut avoir la dengue. Donc, Tu voilà, l'as je me pas suis attrapé? du tout, bah, moi je suis restée en fait, on était, au début de la jungle, donc on a fait vraiment attention. Je me suis aspergée d'anti-moustiques et ça a suffi. Après je suis pas rentrée dans la jungle, complète parce que là oui, là j'aurais pris le traitement. Surtout que bon, c'est un traitement qui est quand même assez long à prendre et qui est assez cher. Donc voilà, je me suis dit: «Comme je reste à la lisière de la jungle, je vais pas m'embêter avec ce traitement, je vais faire attention, je vais mettre beaucoup d'anti-moustiques et puis ça ira» et puis ça a été après voilà, j'ai des clients qui souhaitent quand même, prendre ce traitement, donc je leur dis: «Si vous ça vous rassure, prenez-le bien sûr». Moi je vous conseille que de le prendre. Suivez pas mon exemple, tout le temps. Des fois, moi, je prends des risques et c'est parce que c'est moi, parce que moi, j'ai l'habitude de voyager et que je sais un peu ce que je fais. Mais voilà, pour des personnes même à la santé fragile, c'est bien de prendre ce traitement. Mais sinon, en soi, en Asie, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas de vaccin obligatoire, donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Juste être à jour de tous ces vaccins, c'est suffisant. Ouais, OK. Bah, justement, pour ça, est-ce qu'il y a des précautions, sanitaires ou alimentaires justement? Parce que l'eau est réputée des fois pour tu vois? Alors, oui, alors oui, même, de grosses précautions sanitaires que je dis Ah là, à c'est un tout le warning monde. alors que tu nous mets? Ouais, ouais, OK, ouais, parce warning que alors. je vais te raconter mon histoire, enfin mes histoires, oui, il y a des précautions, en fait, il faut savoir qu'en Asie, on a en fait, les asiatiques n'ont pas le même microbiote intestinal que nous et donc, eux, la nourriture et l'eau ont des microbes que nous, on n'est pas capable de digérer et donc nous, ça peut nous infecter très rapidement. Donc déjà, le premier conseil que je donne à tous mes clients, c'est ne buvez jamais d'eau, au robinet, à part au Japon, où là, il y a aucun souci, voilà, c'est ultra safe, même en Corée du Sud, franchement, c'est tranquille. Mais sinon, dans le reste de l'Asie, jamais et évitez même les glaçons Ah oui, et c'est ce que j'allais rajouter. Oui, même voilà. les glaçons, il faut éviter, Ouais, oui. ouais et justement l'année dernière quand on est parti en Asie avec mon compagnon, et ben, il a chopé la tourista parce que, il a bu de l'eau certainement, avec des glaçons, enfin c'est ce qu'on s'est dit. Alors soit c'était la viande, soit c'était l'eau parce qu'à chaque fois il mettait des glaçons dans son eau et bah, je peux te dire que, c'était moi ça m'a bien fait rire, hein, mais pas lui Pas et lui, pas du Justine tout. ah ouais non, lui il était au bout de sa vie et pareil Justine a chopé la tourista. Moi, j'ai chopé une intoxication alimentaire au Japon, parce que j'ai mangé, des melons de panne qui étaient trop au soleil, mais bon ça arrive, même Ouais. si tu es pas au Japon, ça peut arriver. J'en ai eu une autre là en Turquie. Ah oui, C'est vraiment, ouais, 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 mais moi j'ai un petit intestin fragile, je le sais déjà d'avance donc je fais avec. Mais voilà, c'est vraiment, faut faire très attention à ça parce que bon après comme on dit avec Justine, si vous n'avez pas chopé la tourista dans votre vie, c'est que vous avez pas assez voyagé quoi. C'est clair. C'est ouais, clair. voilà. Je pense Ça arrive un moment. oui, je pense qu'on l'a enfin oui, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, si tu es pas dans ces usines, à tourisme, que tu restes Voilà. dedans toute la journée, voilà, là tu es sûr de pas la choper, hein. Ah oui, oui, ça c'est sûr, mais c'est sûr que quand après on va chez l'habitant, tout ça, ça peut arriver, mais bon, voilà, on en rigole plus qu'autre chose, ça fait partie de l'aventure, ça fait partie du voyage. Il y a un traitement, hein, il suffit Oui. en fait, les asiatiques sont tellement habitués à ce qu'on chope la tourista quand on va chez eux, que moi je suis allée à la pharmacie, j'ai dit: «Tourista», la dame m'a donné direct les médicaments qu'il fallait prendre, quoi. C'était C'est terminé. ouais, voilà, c'était ultra simple, donc voilà, on prend les médicaments et ça passe et c'est bon. OK. Est-ce qu'il y a d'autres conseils, spécifiques, un peu de sécurité, connaître, bah, avant de partir justement en Asie ou pas Alors spécialement ou tout est en termes de sécurité, justement, parce que comme je te disais tout à ouais. l'heure, l'Asie, c'est ultra safe, donc vraiment, Mmh. moi, ce que je dis d'ailleurs à mes clients, c'est, quand vous allez dans des pays asiatiques qui sont à dominante musulmane comme, l'Indonésie ou, la Malaisie, et bah, habillez-vous correctement juste par signe de respect. Voilà, tout simplement. Heu, Clairement, oui. alors j'ai vu en Asie, hein, dans ces pays-là, des filles qui s'en fichaient totalement, qui étaient en crop top, voire seins nus sur la plage. Moi, ça m'a choquée. En tant que
touriste, on Ouais. est quand même dans un pays où, bah, voilà, tu as des mosquées dans toutes les villes, où c'est quand même bien présent. Tu as un respect de cette culture que tu dois avoir quand même et pas te balader seins nus. C'est offensant, je trouve, pour les locaux. Oui. Il y a un minimum de respect à avoir. Donc voilà, quand moi j'amène les voyageurs dans ces pays, c'est ce que je leur dis, je fais: «Faites attention à comment vous vous habillez». Au Japon, ce que je dis, c'est, au niveau des décolletés. Alors moi, je mets tout le temps des décolletés, et par contre, je m'habille toujours très long. Bah, au Japon, c'est l'inverse, en fait. Elles s'habillent très, très court et par contre, elles mettent des ras du cou. Enfin, vraiment, c'est, Roulé presque, ouais. voilà, faut pas montrer, là, le t-shirt que j'ai, c'est indécent pour une japonaise, mais vraiment, je suis vulgaire et OK. ça, faut le savoir aussi parce que les Japonais, et même de manière générale dans les pays asiatiques, on vous dira rien par rapport à votre façon de vous habiller parce qu'ils savent que vous êtes un touriste, mais ça la fout mal. C'est juste, voilà, c'est pas super. Ouais. C'est pas agréable pour eux et se renseigner en amont, ça coûte rien et juste prévoir les bonnes affaires, voilà, c'est ça de fait. Sinon, en matière de sécurité, non, franchement, l'Asie, c'est vraiment tranquille à ce niveau-là, on peut y aller les yeux fermés. Juste dans les pays les plus pauvres, ce que je peux recommander alors au Sri Lanka, par exemple, dans le nord du Sri Lanka, je déconseille fortement d'y aller parce qu'il y a la mafia qui est très présente, donc il y a des cas D'accord. d'enlèvement et cetera, donc voilà, nous, on ne fait aucune ville dans le nord du Sri Lanka. On fait vraiment sur, tout le reste, en fait, ouais, tout le reste du pays, on le fait, mais vraiment le nord, on l'évite au maximum et l'autre précaution que je donne à mes voyageurs, c'est dans ces pays pauvres comme le Sri Lanka, prévoir une lampe torche parce qu'il y a souvent des coupures d'électricité. Donc D'accord. c'est surtout ça. Ça Très arrive bonne source aussi, parce que c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à prendre la lampe torche quand totalement. on part en voyage, donc en tout cas, moi, j'y pense pas et je trouve que c'est une bonne idée. Voilà et une batterie externe évidemment parce que, bah, des Oui, fois mon partenaire me répond pas pendant 2 jours et je sais pourquoi. c'est clair. Ah oui, c'est clair que là, s'il te répond pas, bah oui, tu sais pourquoi finalement, hein. Oui, oui, donc c'est assez marrant, mais voilà, faut le savoir. C'est déjà arrivé à mes clients au Sri Lanka qu'il y ait une petite panne, d'une soirée, donc ils étaient bien contents d'avoir la lampe torche. Bah, tu m'étonnes. Bah oui, tu m'étonnes. Puis surtout Ouais, que ça prend pas c'est pas ce qui prend le plus de place, hein. bah, voilà, c'est ça, mais faut le savoir. Oui, il faut le savoir, c'est vrai. Là, qu'est-ce qu'on part? On part plutôt sur les déplacements ou sur les coutumes? Oh, moi, j'aime bien les coutumes. On va parler un peu des coutumes puisqu'on parle d'aller chez l'habitant, tout ça. Mmh. Alors, on parle un petit peu tu nous parles un petit peu des coutumes. Alors, justement, en fait, c'est même logique qu'on parle de ça puisque on parlait des habits, des choses à Mmh. savoir. Bah Qu'est-ce oui. qu'il y a comme tradition un peu locale ou des coutumes, des choses à faire, des choses à pas faire justement. Alors à pas faire, bon, on a bien compris, Oui. les décolletés, mais enfin les tenues, adéquates au pays. Mmh. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses, Alors qui pourraient choquer justement? Alors après, ce qui en fait, l'Asie, c'est quand même assez vaste, donc quand on parle de coutumes, c'est très compliqué d'en parler, très brièvement parce Ouais, que, d'un pays à un autre, en fait, ils ont pas du tout les mêmes façons bah, de vivre tout ouais, simplement. On a de l'hindouisme, on a du taoïsme, on a des religions musulmanes, enfin, on a du christianisme aussi, on a vraiment de tout comme religion. En fait, on a du bouddhisme, on a tout. Donc vraiment, ça dépend des fois même d'une ville à une autre, on n'a pas les mêmes coutumes. La Malaisie, c'est un très bon exemple parce que c'est un pays où 3 populations vivent ensemble. Donc on a les Malais, on a les Chinois et les Indiens. Donc c'est 3 cultures qui sont très différentes et qui cohabitent totalement ensemble. Donc c'est là vraiment on a un melting pot qui est assez impressionnant en termes de, dégustation culinaire, c'est génial. Voilà, on a vraiment de tout. D'ailleurs, je vous déconseille, un bon conseil aussi, c'est que si, vous n'êtes pas trop épicé comme personne, ne mangez jamais indien en Asie. C'est une très, très mauvaise idée. Je l'ai fait, j'ai perdu la peau de mes lèvres pendant que je mangeais. Je n'en pouvais plus, je pleurais et le pire, c'est que j'avais dit: «No spicy», au oui, oui, serveur. oui, oui. Ouais, moi aussi, ça m'est arrivé, moi, en Thaïlande. Ça m'est arrivé. «No spicy, no spicy». Non, non.
Ouais, ouais, ouais. No spicy, vraiment, c'était au tout début dans mes voyages. C'était la première fois que je mangeais indien, en fait, donc je voulais tester et j'ai je crois que j'ai dû boire 3 lassis. Mon ventre était gonflé, j'en pouvais plus, mais je perdais toute la peau de mes lèvres, je sentais plus rien. Donc voilà, un autre bon conseil, c'est vraiment si vous êtes pas trop épicé, mais prenez pas indien. Mais après sinon, en termes de culture, de manière générale, en Asie, ils ont un énorme respect, d'autrui et Oui, ils sont beaucoup moins physiques que nous. Donc ça, c'est un truc qu'on le remarque, alors ils vont vraiment dans la politesse. Alors surtout, par exemple, au Japon, on va retrouver cette politesse vraiment, extrême oui. et ils vont toujours essayer d'être serviables et de vous aider. Et ça, c'est incroyable, c'est très agréable, surtout quand on est perdu, dans ces pays. C'est d'être aidé par des locaux comme ça, sans même parler la langue. On a vraiment je dirais pas cette gentillesse parce que pour moi la gentillesse c'est quand même différent de la politesse, mais on a cette éducation, qu'on retrouve un peu dans tous les pays où on sent qu'ils veulent faire bien, ils veulent vraiment nous aider. Alors il y a des arnaques, hein, aussi, en Asie, il y a Bien beaucoup. entendu, comme partout, comme Bien partout. sûr. Donc il faut quand même se méfier et pas faire confiance à la première personne. Par exemple, au Sri Lanka ou même, dans les pays les plus pauvres en Asie, mais surtout au Sri Lanka, on a beaucoup de personnes qui vont faire semblant de t'aider pour ensuite réclamer de l'argent, tu vois? Donc là, faut faire attention à ça. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai des chauffeurs guides privés. C'est parce que je sais que la plupart des voyageurs se font avoir, au Sri Lanka et donc le fait d'avoir son chauffeur guide, bah, ça évite de perdre de l'argent comme ça inutilement. Et j'en connais beaucoup des voyageurs qui ont perdu leur argent comme ça. Mais voilà, de manière générale, sinon, on a vraiment, cette politesse inconsidérée et aussi le fait d'être éloigné physiquement des personnes. Voilà, il y a pas de câlins, il y a pas de bisous en Asie, On ne se c'est touche pas. voilà, c'est ça. C'est on évite de se toucher, par pudeur, je pense et puis voilà, c'est de manière générale. Alors justement, bah, je rebondis là-dessus parce que c'était une de mes questions suivantes, hein. Je navigue un petit peu. Justement, si on est un couple et qu'on se tient la main, comment ça se passe? Est-ce que c'est mal vu? Est-ce que c'est un peu choquant? Est-ce que du fait qu'on est européen, bah, pour eux, c'est OK? Comment ça se passe? Alors, moi, j'avais beaucoup peur, surtout quand je suis allée en Malaisie, qui est du coup un pays à dominante musulmane. Oui, Avec mon compagnon, on se disait: «Ouh là là», parce que pour le coup, en Asie, de manière générale, quand tu fais une connerie dans le pays, c'est pas comme en France où c'est tranquille. Là, non, tu peux partir en prison très rapidement. Voilà, si tu as du cannabis sur toi en Malaisie, tu pars en prison direct, hein, que tu sois un touriste ou pas, on s'en fiche. Donc on avait vachement peur, bah, des représailles si on s'embrassait, si on se donnait la main, et cetera. Et en fait, moi, quelque chose que j'adore en Asie, c'est qu'en réalité, ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit que ce que l'on peut penser, au premier coup d'œil. On se dit: «Ouh là, on va choquer». En fait, non, on choque pas, on intrigue, et on fait rire limite par nos coutumes qui sont très différentes. Moi, je me souviens quand j'étais, c'est différent là. ah bah, ouais, 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 non, mais totalement. Mais, par exemple, à mon bah, quand j'étais, à proximité de la jungle, en fait, je me suis vraiment perdue dans un petit village, qui était très, très peu touristique. Donc, on était vraiment avec des locaux. Voilà, toutes les filles étaient voilées, donc on était vraiment au cœur, de la Malaisie et avec, mon compagnon, on se donnait la main, par habitude, on n'a pas capté et en fait, on voyait plein de jeunes filles, voilées qui rigolaient, qui rigolaient en mode: genre, «Oh, c'est interdit, c'est dingue!» et c'était mignon, en fait et en fait, à chaque fois que je voyage en Asie, je me rends compte que les gens, ils sont plus en mode: «Oh, waouh, là là, qu'est-ce qu'ils font?» que, d'être, choqués, de façon négative par notre comportement. Donc tant qu'évidemment, on se roule pas des pelles devant tout le monde et qu'on n'est pas, voilà, Ouais, c'est une bonne idée ça. Mais sinon, voilà, voilà, la main, c'est toléré, il y a pas de ouais, problème et ça totalement. c'est limite intriguant, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est on Ils ont des intrigue et drôles de puis coutumes, hein, là-bas, les Européens. C'est bizarre, hein, ils sont c'est bizarres ça. ces Européens quand même, hein. Mais c'est ça, mais c'est vraiment dans le bon sens et puis, souvent ils viennent carrément te prendre en photo, te demander tout ça, mais j'ai souvent été tirée en Asie pour avoir une photo parce que forcément moi avec mes cheveux, Oui, ils ont pas c'est l'habitude. ah bah oui, ça intrigue, ils trouvent ça dingue. Des fois même ils me demandent pas la permission. C'est assez marrant. Mais ils viennent toucher, ils viennent faire quoi? Bah, des fois ils t'attrapent,
ils t'attrapent tout simplement et puis ils font une photo comme ça, en mode: «Oh là là, c'est la star», enfin comme si, La blonde! c'est ça, c'est ça et puis, toi tu es là, tu fais: «Bon». Oh mon Dieu, bonne journée! Ouais, c'est ça, mais c'est assez comique, mais c'est toujours, dans la bienveillance et voilà, c'est jamais, c'est jamais désagréable. OK. Bah, je pense que c'est quand même des gens très, très respectueux à la base. Ouais, Mmh. totalement. Alors moi, je voudrais un petit peu savoir là, donc parce que les plats, on en a parlé, donc maintenant, j'aimerais savoir si on envisage de faire nous-mêmes un road trip en Mmh Asie. Est-ce que déjà c'est possible? Et sinon, quelle est la alors, est-ce si on enfin un road trip, quand je dis ça, on parle aussi d'un tour. Moi, ça englobe aussi un tour, c'est pas forcément en voiture. Est-ce comment se déplacer en fait? Dans Ouais. ces pays-là, qu'est-ce qui est idéal? Qu'est-ce qui est moins conseillé? Mmh Alors là, je pense que je vais en surprendre plus d'un parce que, surtout dans notre pays où on a l'impression que voilà, le transport en commun est très bien développé. Parce qu'on croit toujours qu'en Asie, comme c'est des pays qui sont beaucoup moins développés, ça va beaucoup plus être galère de se déplacer. Et en fait, ce qui est incroyable avec l'Asie, c'est que c'est tout l'inverse. À part Bali, qui est l'exception vraiment, mais sinon, dans tous les autres pays, c'est super simple de se déplacer, même dans des pays qui sont très, très peu développés, bah, comme la Malaisie par exemple, où en fait, moi, j'ai été extrêmement surprise de voir à quel point je me débrouillais mieux là-bas qu'en France. Genre en D'accord, France, par exemple, bah, mon voyage, là, je suis revenue à 21h à Charles de Gaulle. Il y avait plus aucun train, il y avait plus rien, mais vraiment que dalle à Charles de Gaulle, hein, donc à 21h. Donc j'ai eu pas d'autre choix que de dormir dans l'aéroport et je revenais d'un voyage où, un moment, on était perdus au fin fond de la Cambrousse, dans un village où on était les seuls blancs et tout le monde nous regardait avec des yeux pas possibles parce que jamais personne vient, dans ce village. Il y avait une gare de bus qui desservait toutes les heures et partout dans le pays et ça, c'était incroyable et en plus de ça, les bus sont extrêmement confortables. Des fois, on a eu des bus avec des sièges massants, donc ça, ah c'est bon? ouais, c'est incroyable, juste et pour pas cher, hein, pour, même pas 5 €. Donc OK. on se dit: «Mais on croirait pas du tout en fait que c'est aussi simple de se déplacer». Alors après chaque pays est différent, hein, quand même, là je fais quand même des grosses généralités. Par exemple, au Japon, je déconseille le bus. Au Japon, je vais conseiller beaucoup plus, c'est les trains. Alors il Oui, faut savoir qu'aujourd'hui le Shinkansen a explosé, enfin le coût du JR-Pass qui était un JR-Pass pour les touristes que j'ai utilisé à l'époque, a totalement explosé. Donc maintenant je suis obligée de faire les réservations train par train. Mais voilà, sinon, c'est super simple de se déplacer avec les Shinkansen au Japon. Voilà, ça va super vite et sinon, par exemple, au Vietnam, c'est encore une autre façon de se déplacer où là, en fait, c'est les hôtels qui vont commander alors ils appellent ça des limousines. C'est pas vraiment des limousines, c'est plutôt des minibus. taxis? Comment? Des taxis? Non, c'est pas des taxis. C'est vraiment, OK, c'est un service, à part et ça permet de te déplacer très facilement d'une ville à une autre. Aussi, dans d'autres pays comme, le Cambodge ou le Laos, tu as beaucoup alors de scooters ou même le Vietnam où c'est vraiment en scooter. Sur les îles, de manière générale, c'est en scooter. Des fois, les hôtels aussi prêtent des vélos très régulièrement. Par exemple, sur les îles, Gili, tu n'as pas de véhicule motorisé. Tu n'as que, des vélos ou sinon c'est à pied. Donc vraiment après ça dépend d'un endroit à un autre, ouais, c'est mais clair. vraiment L'Asie, c'est tellement vaste. Ce soir, ouais, on parle vraiment en général. On pourra oui, refaire peut-être sur des pays bien spécifiques, mais bien c'est vrai sûr. que là, on est vraiment sur le continent, donc c'est immense. C'est vrai que là, j'ai peut-être une question un peu trop spécifique, sur tout là. Alors, Mais mais du faut coup de manière générale, c'est facile. Mais et du vraiment coup, si on veut louer une voiture, alors là, je déconseille totalement. ah bah, parce que tu vois, enfin, il y a beaucoup de gens qui veulent être autonomes et justement qui veulent louer des voitures. Alors clairement, là, la location de voiture, c'est une très, très mauvaise idée. La meilleure location que vous ayez à faire, c'est le scooter. Mais vraiment, le OK. scooter, c'est génial. Vous allez sur l'autoroute en scooter, sans casque, bon, voilà, c'est l'Asie, hein. On n'a pas du tout les mêmes normes, qu'en France ou même, en Europe de manière générale. Mais louer une voiture, vous allez pas savoir conduire en Asie avec une voiture. C'est impossible, c'est très compliqué et surtout, Donc on oublie pas.
Voilà, c'est et puis OK, même niveau coût, ça c'est vraiment jeter son argent par les fenêtres, là. d'accord. Ça, je pense que ça pas plus clair et c'est vrai que c'est quand même pas souvent qu'on entend dire: «Ah moi j'ai loué une voiture en Asie». Mmh. Totalement, mais personne ne fait ça. En fait, quand les gens, f passent par la voiture, ça sera par des chauffeurs privés et à Bali, même quand tu es un voyageur solo, soit tu vas louer un scooter, soit tu vas avoir ton chauffeur privé, mais tu vas pas louer une voiture et OK. Sri Lanka, pareil, c'est chauffeur privé, c'est le mieux. Ça peut sembler pas du tout, instinctif dans un premier temps parce que quand on parle de voyage, on se dit: «Bah, je vais louer une voiture», mais voilà, il faut savoir, par exemple, qu'à Bali, en fait, le trafic routier est horrible. C'est un des gros points noirs de Bali, donc c'est pour ça que vraiment le meilleur choix, c'est le chauffeur privé. OK et je crois même d'ailleurs que dans certains pays, même les habitants ont ce recours-là, les transports publics et le chauffeur et beaucoup n'ont pas de voiture. Ah oui, 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 ouais, totalement. Bah, par exemple, le Vietnam, c'est le scooter, qui est le plus utilisé pour aller d'un point A à un point B, vraiment, c'est le plus simple et puis après, même quand tu te balades dans le pays, tu peux facilement reprendre des avions aussi dans le pays parce que, voilà, la plupart des pays quand même en Asie sont très grands, hein, Oui, voilà, à très. part voilà, c'est par exemple, la Malaisie, c'est carrément sur 2 continents. Donc en fait, si tu veux, visiter toute la Malaisie, à un moment, il faut prendre un avion à droite à gauche, pour aller vite, déjà dans un premier temps pour pas payer trop cher et voilà, parce que c'est ultra bien fait à ce niveau-là. Il y a plein de petits aéroports, qui desservent tous les jours. Et je pense que la Malaisie, ça fait plusieurs fois que tu en parles, mais la Malaisie, il me semble qu'elle a, c'est vraiment le moment pour y aller parce que ça c'est un pays dont on entend de plus en plus parler Ouais. et je pense que chez vous les travel planners, il y a de plus en plus de demandes aussi pour la Malaisie? Bah, alors moi, j'ai presque jamais de demande pour la Malaisie. Non? Par contre, ce qui est marrant, c'est que j'en vois énormément de monde en Malaisie, tout simplement parce que, très souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir parce qu'elles savent pas trop où partir Ouais. et en fait, très souvent, c'est, des personnes qui ont pas non plus un budget énorme, mais qui veulent pas faire un voyage en Europe, qui veulent visiter le monde et dans ces cas-là, voilà, c'est la Malaisie. Quand on cherche de l'authentique, quand on cherche, dépaysement total, c'est la Malaisie, que je recommande à 200. Donc en fait, c'est assez drôle parce que très souvent, on vient me voir, souvent c'est pour la Thaïlande d'ailleurs et en fait, je les redirige vers la Malaisie parce qu'on se rend compte au fil de l'appel que ça leur convient beaucoup mieux. Donc Moi, je suis assez, je serais assez curieuse, de la Malaisie, tu vois? J'en ai parlé, je sais plus quand avec mon mari, mais assez récemment, je veux dire, peut-être fin de semaine passée, donc vraiment ouais, c'est récent. Je sais plus ce qu'on a vu et on a vu les tours Petronas et moi je rêve de voir les tours Petronas. Je sais, c'est un grand classique, ben oui, même si je suis tilty insolite, mais c'est pas grave, c'est quand même un grand classique. Je rêve de voir l'heure des mesures, tu vois? ouais, 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 bah, en fait, il y a pas que ça à Kuala Lumpur. Il y a pas que les tours Petronas. Clairement, Non, c'est pas les tours Petronas qui vont t'impressionner en vrai, c'est la ville. Juste, quand j'y suis allée, j'ai halluciné de voir à quel point tu avais des buildings, mais immenses, mais partout, partout et ça popait et ils étaient tellement gros que tu avais carrément des ponts entre les buildings. ouais. J'ai jamais vu ça de ma vie. Cette ville est dingue. D'ailleurs, il y a pas de trottoir dans cette ville, donc tu te balades en permanence en taxi. Alors c'est pas des taxis, faut surtout pas utiliser des taxis d'ailleurs en Asie, il faut utiliser ce qu'on appelle des Grab, qui est des Uber en Europe. Donc ça, pareil, c'est un autre conseil que je donne à mes voyageurs. Mais cette ville est incroyable parce que vraiment tu te sens si petit et tu as énormément d'hôtels avec des rooftops et des piscines sur le toit et moi, c'est à chaque fois, bah, j'ai testé du coup ces hôtels et c'est ce que je propose à mes clients et tu as vraiment une vue incroyable sur ces tours immenses, enfin, tu te dis: «Mais comment ça tient?» et c'est assez drôle parce que moi, avant, j'étais super impressionnée par la Défense à Paris. Maintenant, quand je regarde la Défense à Paris, je me dis: «Mais petit joueur!» Franchement, c'est rien du tout comparé à Kuala Lumpur, c'est les plus petits buildings, c'est la Défense. Oui, c'est la Défense, c'est Paris. Enfin oui, déjà quand tu vas, aux États-Unis, tu te dis que la Défense, bon, finalement à côté de Manhattan, c'est pas si grand que ça, hein, c'est pas Voilà. voilà, mais c'est bien la Défense, hein, on critique pas, hein. Mais c'est vrai que je pense qu'encore Kuala Lumpur, mais vraiment moi j'aime les villes, donc vraiment j'ai cette curiosité-là.
Ouais, bah, franchement, Kuala Lumpur, pour le coup, c'est pas simplement une ville avec des grands buildings parce qu'au pied de ces buildings, tu as la vie locale avec une sorte de pas de bidonville, mais tu vois, avec vraiment les vieilles baraques, qui sont Ouais. un peu en ruine et juste derrière, tu as ces énormes buildings qui pop comme ça. Donc tu as ce contraste brutal entre ces 2 architectures qui se sont pas du tout construites au même moment parce qu'on sent qu'en fait, c'est une ville qui est en pleine expansion, en fait, Ouais, qui est dans la modernisation à fond et c'est ça qui fait de Kuala Lumpur vraiment une destination unique au monde. Contrairement, par exemple, à Manhattan où oui, bon là, ça va être du moderne et du moderne. Voilà, c'est tout. Puis après, tu as la banlieue qui est à côté. Que là, vraiment, les 2 sont totalement liés et c'est assez exceptionnel de voir ça. ouais, vraiment, c'est une ville qui suscite, une curiosité pour moi. Et bah, je t'encourage totalement parce que, je trouve ça incroyable comme endroit. Alors, comme on arrive gentiment au bout de cet entretien, un peu interrogatoire, je te pose des interrogations, c'est format interrogatoire, non? Non, ça va. Oh non, non, franchement, on discute bien. Et puis ça me donne plein d'idées en plus pour plein de voyages, donc Bah ça me ouais, je vois ça. alors, est-ce que tu as envie de me citer des expériences, hem, ouais, ouais, vraiment à pas manquer, mais pas non plus bon alors, bien sûr, quand on va dans un pays pour la première fois, on veut voir les incontournables aussi, hein. On va pas Bien aller à sûr. Paris sans voir la tour Eiffel. Enfin, la première fois, c'est d'une logique, absolue. Mais est-ce que tu as peut-être des petits tips, des petites adresses ou, à donner à nos auditeurs sur des endroits vraiment à pas louper ou vraiment où toi, ça fait la différence dans certains pays? Alors, moi, si je devais donner un exemple, qui me vient en tête, tout de suite et voilà, c'est vraiment un exemple qu'on me demande souvent, enfin quelque chose qu'on me demande souvent, c'est, très régulièrement quand les gens veulent faire leur premier voyage au Japon, ils me demandent évidemment le mont Fuji. Et le mont Fuji, alors, justement, c'est bien parce que je vais casser un peu des croyances là-dessus et je vais proposer quelque chose vraiment de beau et de réel. En fait, le mont Fuji, il faut savoir que c'est pas une montagne qui se monte. Moi, j'ai fait cette erreur, ça a été une grosse erreur. Voilà, j'ai même failli mourir sur le mont Fuji, mais ça, c'est une autre histoire. Et vraiment, Grosse erreur alors. c'était catastrophique. Mais de manière générale, vraiment, le mont Fuji, c'est pas du tout une montagne qu'on monte, c'est un attrape-touristes, en fait, tout simplement et je me suis fait avoir à l'époque. Par contre, quand on me demande le mont Fuji, en fait, moi, j'ai un village que je connais qui a une des meilleures vues sur le mont Fuji. Alors d'autant plus, au printemps où il y a les cerisiers en fleurs parce que, bah, là, par Ouais, exemple, j'ai une cliente qui part au printemps prochain, au Japon et qui veut absolument voir ces cerisiers. Alors déjà, je lui ai expliqué que dans les villes, il y a pas de cerisiers, hein, faut voilà, ça, les belles photos sur Instagram et compagnie dans les villes à Tokyo, ça existe pas. En fait, ça, c'est beaucoup plus loin de Tokyo, mais Tokyo, c'est une très, très grande ville, donc on n'a très pas du tout cette impression-là. Donc en fait, pour voir ces cerisiers qu'on voit sur les réseaux, il faut se déplacer dans la campagne et justement, le village que je propose, souvent, c'est en fin de séjour que je le propose. Il a cette vue parfaite sur le mont Fuji avec les plantations de thé, avec les rizières et avec les cerisiers en fleurs. C'est, juste magnifique. Alors c'est vraiment un petit village, dans la nature japonaise où il y a des cascades, il y a des randos à faire, il y a plein de trucs sympas comme ça à faire. On n'y passe pas, 4 jours, hein, on y passe une journée, on a la belle vue et puis voilà, après on retourne sur Tokyo. Donc voilà, c'est vraiment ça que je propose à la place de monter le mont Fuji, qui est pour moi incontournable. Voilà, pour un premier voyage au Japon, c'est vraiment, ouais. si on n'a pas vu le mont Fuji, c'est un peu bête, quoi. Bah, voilà, c'est ça et souvent, quand on dit, hors des sentiers battus, les gens se disent: «Ah oui, mais attends, mais si on voit pas le mont Fuji», bah oui, forcément et c'est logique, on veut le voir parce que la prochaine fois, on retournera peut-être pas au Japon tout de suite et puis Mmh, peut-être qu'on n'y retournera jamais ouais. et puis, du coup, c'est normal que les voyageurs veuillent voir aussi, mais on peut le voir d'une autre façon. Voilà, exactement et c'est ce Pour que moi, j'essaye. les sentiers hors des sentiers battus, je pense que c'est ça, en fait, hein. C'est voir Bah les choses, mais d'une autre façon. et les voir souvent mieux, en fait, dans des meilleures conditions aussi. Oui, je suis d'accord. Je trouve que c'est beau ce que tu dis, dans des meilleures conditions. Mmh. Parce que certainement qu'avec ce petit village, les chanter, tout ça, ça fait finalement une photo parfaitement instagrammable, mais on ne dira pas où c'est, d'accord?
Ah bien sûr. Ça, c'est mon secret pour, ceux qui partent avec moi. Ah bah oui, bah, tu as raison, il faut bien que tu en aies et là, je te demanderai pas du coup le nom de ton petit village et puis de toute façon, on ne saurait pas l'écrire pour beaucoup. Oui, c'est sûr. Ensuite, ben, voilà, quelles activités tu peux proposer justement qui sont sympas pour des voyages avec un enfant, avec un ou des enfants? Alors, si tu en as par exemple, 2-3 à nous citer, un pour un enfant par exemple de 3 ans, bah, sachant que, souvent les souvenirs restent pas longtemps. Un pour les enfants peut-être, de 10 ans et puis un pour déjà des ados, ça te va comme ça? Ouais, bien sûr. Bon après, encore une fois, ça dépend, des Oui, pays, hein, parce que oui, c'est oui. c'est différent, mais je vais prendre un exemple. Par exemple, pour un vraiment un petit enfant, là, le plus important dans le voyage, c'est vraiment de lui faire ressentir des choses. Donc là, j'accentuerai beaucoup plus sur des activités qui sont proches de la nature et des animaux. Parce que, en Asie, il y a beaucoup d'animaux sauvages, qui se baladent un peu partout, beaucoup de singes aussi, énormément, beaucoup d'éléphants, par exemple, au Sri Lanka. Donc là, j'accentue beaucoup plus sur, bah, des visites, dans des refuges, dans des réserves naturelles. Voilà, c'est ce genre d'activité que je proposerais parce que même si on est tout petit, voilà, avoir un éléphant comme ça en vrai ou même des singes, enfin, c'est ça il reste quelque chose quand même, Il tu vois? reste quelque chose, toujours. Voilà, c'est ça. Oui. Après pour, un peu plus grand, vers 10 ans, là, ça sera on va plus rentrer dans le côté, culturel. Donc, les activités, enfin les visites que je proposerais, c'est surtout des alors en Asie, il y a des temples absolument partout. Moi, j'ai fait une overdose, hein, de temples, j'en peux plus. Quand on me demande de visiter un Je temple te montre maintenant, le mien derrière. Enfin, c'est pas le mien, ouais, bien sûr, mais j'adore ce temple. moi j'en pouvais plus franchement, tu vas à Kyoto, tu en as 1 500 dans la ville, tu en as marre. Donc, non, bah, non, oui, non, au bout d'un moment, c'est clair, c'est clair. Ouais, voilà. Mais sinon, pour un enfant de 10 ans, c'est beaucoup plus, voilà, les en plus, les temples en Asie, c'est gratuit. Donc, Oui, voilà, c'est des visites, qui coûtent rien et clairement, là, on est vraiment, dans la culture. Après, c'est des activités souvent, activités culinaires aussi ou, de création d'offrandes. Par exemple, on fait cette activité à Bali où, on crée des offrandes dans les feuilles de bananier et on explique pourquoi. Ça peut vraiment être sympa pour les enfants ah oui, d'avoir cette dimension du temple. ouais et Mmh. surtout Oui, culturel et pourquoi on fait ça et quelles sont les croyances à travers ça, tout à la fait. religion, la leur religion. Je trouve que c'est important quand on visite un pays aussi d'avoir tout ça c'est clair. Ah mais totalement Ouais, et je trouve qu'à partir de cet âge, ça peut être vraiment intéressant comme, enfin ça te marque comme expérience quoi. oui. C'est pas tout le monde qui peut faire ça et surtout que moi là pour le coup, pour ce genre d'activité, je travaille uniquement avec des partenaires parce qu'en tant que particulier, tu peux pas avoir accès à Non. ces activités. Ou alors ça va vraiment être des trucs à touristes, mais qui n'ont absolument rien d'authentique et souvent en plus tu as beaucoup de d'arnaques et souvent tu as des faux guides qui se glissent dans ces arnaques, donc qui racontent un peu tout et n'importe quoi sur le pays donc voilà, c'est pour ça, ces activités, il faut vraiment les faire avec un expert, avec, un organisme que la personne connaît bien, qui est réputé pour éviter de se retrouver dans des pièges à touristes. Et sinon, pour des adolescents ou pour des, voilà, adolescents, jeunes adultes, en, complément, en fait, de toutes ces activités-là, ce qu'ils peuvent faire, qui est un peu plus intense justement, que des enfants ne peuvent pas forcément faire, c'est, faire, des nuits chez l'habitant et être vraiment au contact de la culture locale et pour le coup, à Bali, on a un partenariat avec un village, où on est les seuls, on est vraiment exclusifs de ce partenariat, donc c'est un vrai village, balinais comme il en existe de moins en moins et là, vraiment, on se retrouve, chez l'habitant, mais ils t'accueillent, en fait, toute une journée, tu passes la nuit chez eux. Mais voilà, je dis qu'il faut être plus âgé parce qu'il faut savoir que les nuits chez l'habitant dans ce village, il y a pas d'eau chaude. Voilà, c'est vraiment à l'eau froide. C'est, Tu de l'immersion donc émotionnellement, oui, quand tu es déjà un ado, déjà plus grand, tu es quand même plus près. C'est pas forcément évident. bah, non, 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 On totalement. parlait pour les adultes qui sortent de leur zone de confort en allant dans ces pays-là, mais justement, les enfants aussi sortent de leur zone de confort, Mmh. donc c'est aussi important pour eux qui se sentent à l'aise, c'est clair. Même Mais s'ils sont avec totalement. leurs parents bien sûr, mais c'est important.
Totalement, donc c'est pour ça vraiment là, c'est pour des personnes quand même qui se sentent de faire cette expérience totalement immersive. Puis après, ce qui est bien avec l'Asie, c'est qu'il y a énormément de randonnées partout. C'est voilà, il y a énormément de réserves naturelles, il y a des volcans qui sont à voir, mais pareil, il faut se réveiller très tôt. Souvent, c'est vers 3 heures du matin pour aller, jusqu'au sommet du volcan. Donc voilà, c'est des choses, quand on est un peu plus âgé, là, on peut les faire, on peut faire Oui, vraiment des voyages magnifiques comme ça. OK. Pour des couples, est-ce que t ouais, on va peut-être pas parler pour les couples, on va peut-être pas parler d'expérience, à moins que tu en aies vraiment une, à me parler, mais j'avais plutôt envie de que tu me donnes deux trois endroits, soit pour des couples qui partent en voyage de noces, sachant que tout le monde ne Mmh. veut pas forcément de la plage et du farniente, mais il y en a, voilà. Est-ce que tu penserais à deux trois petites choses? Alors pour les couples comme destination, par exemple pour un voyage de noces, alors à l'époque on aurait dit Bali. Aujourd'hui Bali c'est devenu, très, très touristique, donc souvent j'oriente plus les couples vers Lombok s'ils veulent retrouver le Bali authentique. Ça c'est vraiment une belle destination. Après comme, voyage de noces, ou voyage romantique de manière générale, on peut faire vraiment le combo Sri Lanka-Maldives, voilà, en ayant un bon budget, c'est vraiment un voyage, qui marque. Oui, Ça peut être vraiment bah, justement, les Maldives comme je te disais, j'envoie les gens aux Maldives que seulement quand ils ont vraiment une occasion d'y aller. oui. Sinon, ça sert à rien de dépenser autant et là, pour le coup, un voyage de noces, ouais, clairement, c'est l'occasion, d'aller aux Maldives et sinon, moi, je conseillerais surtout, bah, le Japon, la Thaïlande, surtout la Thaïlande qui est une destination qui est très simple aussi, c'est très facile d'y aller. Oui. Aujourd'hui la Thaïlande c'est très touristique donc les infrastructures elles sont vraiment belles, voilà, tu as des hôtels de dingue pour, pas grand chose. Donc voilà, faire un voyage en couple, j'en vois beaucoup de personnes en Thaïlande, pour faire des petits voyages sympathiques quand ils sont pas trop habitués à voyager et qui veulent, Mais tu les voilà, ils fais sortir un voilà, petit peu des sentiers battus aussi? Tu pars pas sur des grosses îles, enfin, sur les oui. grosses destinations, habituelles? Oui, j'évite en Thaïlande. Alors, en Thaïlande, c'est de plus en plus compliqué, un peu comme le Vietnam, où vraiment on a de plus en plus d'endroits, très touristiques. Mais, j'essaye vraiment de faire du hors sentier battu pour éviter, bah, qu'ils soient noyés dans la masse, en fait. Ouais, ouais, c'est clair. OK. Et là, ma petite dernière question, allez, j'en ai une parce qu'il faut y faire attention. Comment est-ce Mmh. qu'on peut voyager de manière durable? Et que faut-il faire pour, préserver au maximum notre planète pendant un voyage en Asie? Alors, il faut savoir, enfin, il faut se rendre compte, rendre à l'évidence que forcément quand tu vas en Asie, tu vas polluer avec l'avion. Ça, c'est, Première chose, ça voilà. c'est clair. Voilà, c'est, à part si tu veux y aller en bateau, hein, tu peux, mais ça sera un petit peu plus long. Voilà. Voilà, c'est juste ça. Mais donc c'est sûr qu'il y a une empreinte carbone qui est très grosse à ce niveau-là. Oui. Donc comme je l'ai dit, bah, l'avion même, dans le pays, c'est facilement utilisable, c'est pas très cher, c'est pratique, c'est rapide. Donc moi déjà ce que je fais pour mes voyages en Asie, c'est que j'ai une durée minimum. Voilà, je vais pas envoyer les gens, pour une semaine en Asie, ça n'a absolument aucun sens Oui. et une fois sur place, en fait, c'est très simple de réaliser un voyage, éthique quand on est en Asie parce que tout te donne la possibilité de réaliser ce voyage et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je travaille avec des partenaires locaux parce que déjà ça fait donc travailler l'économie locale, mais qu'eux, ils font très attention aussi à ce côté écologique justement, pour leur pays, en fait, tout simplement. Donc, tout simple un truc très simple, utiliser les transports en commun qui sont, comme on l'a vu, bah, très simples d'utilisation. Voilà, il y en a tout le temps, partout, donc vraiment, faut y aller. C'est génial les transports en commun en Asie. Faut pas hésiter à les utiliser, c'est vraiment top et surtout manger local aussi, tout simplement, voilà, éviter d'aller dans les grosses infrastructures, même dans les gros hôtels de manière générale. Parce que en Asie, que ce soit la nourriture ou les hôtels, on trouve plein de petits trucs de charme. Alors, par contre, faut connaître, parce que voilà, on peut tomber aussi sur des trucs, pas nets du tout et en matière d'hygiène, on n'a pas du tout la même qualité, d'hygiène, donc ça, il faut vraiment faire attention. Mais si on connaît, si on fait confiance à un expert, c'est très simple d'aller dans les bons endroits pour faire attention à son empreinte carbone puis après,
En Asie, il y a pas beaucoup d'attractions, d'excursions, d'activités qui sont polluantes si on fait un minimum attention et moi je rajouterais surtout au côté éthique, c'est surtout, j'accorde une grande importance, c'est à la maltraitance animale, surtout particulièrement en Asie où, voilà, il y a on le sait tous, hein, On maintenant. évite les tours de d'éléphants, à 4 ou 5 sur son dos, c'est une bonne idée? Exactement et il y a énormément de maltraitance, en Asie sur les animaux, Oui. surtout pour les touristes. Par exemple, au Sri Lanka, avec mon partenaire, on a justement un partenariat avec un refuge qui, aide qui soigne les éléphants blessés, Ouais. traumatisés et en fait, quand les gens me disent: «Je veux voir des éléphants, au Sri Lanka», bah, moi, je les oriente tout de suite vers ce refuge. Je fais: «Voilà, moi, c'est ça que je propose comme type de voyage». En plus, on reverse tous les bénéfices au refuge donc vraiment, c'est que du plus, c'est que du bon. Alors oui, évidemment, on n'est pas, sur les éléphants en train de faire, les gogoles, comme les touristes habituels. C'est une Là, on très, a très bonne vraiment idée, c'est une très, très bonne idée de justement pas le faire. exactement. Il y en a enfin, bon. C'est C'est ouais, c'est un sujet, mmh, qui me met en colère, la maltraitance animale, c'est un sujet qui me met en colère, donc bah, moi aussi, moi aussi, donc c'est pour ça que je fais très attention et même de manière générale, hein, c'est pas qu'en Asie où je fais non, attention à non, ça, ouais, ouais, c'est moi aussi. tous les voyages que je propose. Par exemple, je fais beaucoup de voyages aussi à La Réunion où, alors j'ai travaillé en tant que biologiste marin à La Réunion, Je sens donc que tu vas me dire un truc qui va me faire mal aux oreilles, je le sens. Je sais de quoi tu vas me parler, ça me fait mal aux oreilles, ça va me retourner l'estomac. un petit peu, c'est et ça je peux le dire vraiment parce que voilà, en ayant fait de la recherche scientifique là-bas, j'étais très proche de ce milieu-là et j'ai vraiment vu comment ça se passait et y alors moi je travaillais en fait sur les baleines à bosse et les dauphins donc j'étudiais leur cycle de vie et j'essayais de comprendre leurs habitudes et en fait nous on se battait contre, une entreprise, alors je citerai pas son nom évidemment, mais une entreprise qui est très connue par beaucoup de touristes parce que c'est celle qu'on voit souvent partout en fait, c'est même qu'elle qu'on voit, qui ne respectent absolument pas les mesures de sécurité avec les baleines et les dauphins et même les tortues d'ailleurs et parce qu'en fait, ils veulent faire du chiffre, ils veulent, que les touristes voient absolument des baleines alors que les baleines, tu peux les voir depuis la côte mais bon, c'est pas grave et donc il arrive très fréquemment qu'il y ait des accidents avec les baleineaux, même avec les baleines et qu'ils soient blessés, voire qu'ils meurent justement à cause, bah, de ces mesures qui ne sont pas prises en compte et donc moi, quand j'envoie des gens à La Réunion, je les mets en garde déjà contre, voilà, je leur dis: «N'allez pas chez eux». Par contre, je connais d'autres entreprises qui, elles, sont On responsables, respecte pas voilà les et respectent tout ça, quoi et donc là, je les oriente vraiment vers des structures qui sont dignes de confiance donc voilà, c'est vraiment dans tous les pays dans le monde que je fais ça et c'est d'ailleurs pour ça que je travaille avec des experts locaux. C'est parce que dans certaines destinations que je ne connais pas, par exemple, j'ai pas été, en Tanzanie, mais je travaille avec une conciergerie locale qui, elle, est aussi, très touchée par la cause animale, donc elle fait aussi très attention à ça. ouais, Donc très ça c'est bien un parce que c'est pas un jeu, hein, c'est pas instagrammable, hein, c'est on n'en est pas là, hein, c'est enfin, il y a ouais, ouais. moi, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, surtout C'est qu'il y a c'est beaucoup de pays, où c'est voilà, à cause du tourisme, ils ont fait n'importe quoi avec les pauvres bêtes, donc voilà, je fais vraiment très attention à ça. ouais, mais tu as raison, bravo. Bravo et surtout quand tu vois des bêtes, justement des animaux dans leur environnement naturel. Moi, j'ai eu la chance de voir des lions de mer échouer sur, une plage de Californie et ils ronflaient tout ce qu'ils pouvaient. On était très, très loin, hein, sans jumelles, Mmh mh. moi je les voyais, mais tu vois, j'ai des lunettes, donc je les voyais et j'avais pas pris mes jumelles. Il fallait remarcher vraiment un gros bout jusqu'à la voiture et la dame qui était à côté, c'était un promontoire, nous a gentiment prêté ses jumelles pour qu'on puisse vraiment les voir. Et en fait, c'était des lions de mer qui étaient juste là, posés, Ouais. ouais, juste à côté au nord de San Francisco, sur une plage complètement déserte, sur la faille de San Andrea. Et c'était Mmh. vraiment, quand tu vois des animaux qui vivent dans leur état naturel, c'est tellement beau. C'est le plus beau, bah oui, c'est ça. C'est bah là, j'ai fait un road trip au Canada pour un petit couple, qui veulent justement aller voir les baleines. Donc bah pareil, on a fait un beau road trip comme ça, ils ont pu suivre vraiment la course des baleines, mais de manière naturelle quoi, sans les gêner, sans quoi que ce soit et de toute façon, ce que je dis à chaque fois, le plus beau, c'est de voir les animaux dans leur milieu naturel. Quand on les voit aux zoos, ça n'a rien à voir. Oh bah, rien. Rien. Moi, Même si c'est parfois, j'admets aussi qu'aux zoo, ça peut aider et oui, tu en as certains qui, sont en fait plus des centres de protection et de reproduction,
et Oui, donc ils font une partie zoo, enfin une partie, visible pour le oui. public et ça, c'est sympa. Ça, voilà. Après, il y en a d'autres, qui ont des orgues dans des bassins, si tu vois ce que je veux dire, ça, c'est no way pour moi, mais bon. Voilà, c'est ça. Mais par exemple, tu vois, La Réunion, bon, ils sont extrêmement connus maintenant, mais tu as Kelonia, qui est une structure de préservation des tortues marines. J'avais failli travailler avec eux d'ailleurs, finalement je suis restée sur les baleines à bosse. Heu, C'était ma petite préférence et eux, pareil, voilà, ils font une sorte de zoo, enfin pas de zoo, mais ils te montrent les tortues et cetera, mais ils les soignent, quoi. C'est vraiment un centre de soins, Ouais. avant tout et ça, c'est Dans le but vraiment de les remettre à l'eau ou pas? oui, oui, ils les Clairement? remettent à l'eau. Dès qu'elles sont soignées, ils les remettent à l'eau, tout ça, oui, elles restent pas chez eux. Ah oui, donc c'est vraiment oui, oui, c'est vraiment des centres de soins et Ah là, totalement, totalement. et ben, écoute, je crois que moi, j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que toi, tu as, quelque chose à rajouter que j'aurais pu oublier, bien sûr, sur un dernier conseil, pour partir en voyage en Asie? Alors, en tant que dernier conseil, moi, ce que je dirais, à tout le monde, c'est que si vous souhaitez vraiment correctement partir en Asie, surtout aujourd'hui où, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de fausses croyances, il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup d'intox, sur l'Asie. Le plus simple, ça reste toujours, de faire appel à un expert et c'est pour ça Ouais. que je suis devenue experte de l'Asie, c'est pas pour rien. C'est parce que je sais qu'on en a besoin et même moi, aujourd'hui, quand je pars en Asie, je fais appel à mes propres experts locaux pour ne pas me retrouver dans, la masse de touristes et dans les coins à touristes qui sont, totalement dénaturés et totalement, absolument plus du tout authentiques. Donc vraiment, c'est, ne pas hésiter à faire appel à quelqu'un qui s'y connaît, plutôt que de se dire: «Ah, je vais essayer de me débrouiller tout seul» et rechercher sur internet pour essayer de pas payer cher parce que vous risquez plutôt de dépenser votre argent dans le vide et de vous faire arnaquer que si vous faisiez appel à un expert. Justement, un expert comme toi, ça coûte combien? Alors, moi, ma commission, elle est dégressive. Alors, c'est une commission qui est fixe et qui est dégressive et qui est au jour du voyage. Donc, voilà, en fonction du nombre de jours du voyage, j'ai un pricing qui est fixe depuis très longtemps et ce tarif est évidemment dégressif parce que sinon ça deviendrait, beaucoup trop important par Ouais. rapport au coût du voyage. Évidemment, lorsque le voyage dépasse un mois, et ou alors qu'il est très complexe, par exemple, là, je fais un road trip, en Europe pour un petit couple. On est vraiment sur 4 pays, donc là, on est vraiment c'est assez compliqué. Là, c'est des prix, sur mesure, mais dans tous les cas, ma commission est toujours inclus dans le coût global du voyage, voilà et des fois, ça m'arrive d'être flexible, si je vois qu'on dépasse un petit peu, ça m'arrive de réduire un peu la commission pour vraiment intégrer le prix et pouvoir faire, réaliser un budget correct, et décent pour la personne. Donc tu peux nous donner une fourchette, par exemple, à partir de combien, par exemple? Ça te dérange Bien ou Non, pas du tout. Non, moi je suis alors pour les plus petits tarifs, je suis à partir de 300 €. trois Après, pour je combien de connais temps? une semaine. Une semaine? Ah oui, c'est et pour quel que soit le nombre de voyageurs, on est bien d'accord? Oui, voilà, tout à fait. Après, pareil, si ça dépasse, hein, si on est au-dessus de 5 personnes, là, Oui. je vois parce que ma responsabilité est plus grande aussi. Oui, Donc oui, c'est clair que là, on parle d'une famille moi, je parlais vraiment d'une famille avec 3 enfants. En gros, c'était ça oui, ou 3 adultes, 2 enfants, ouais et ça m'est arrivé de faire des fois des groupes de 10 personnes où là, le tarif, il est sur mesure parce que là, on n'est plus du tout sur, ah bah non, la c'est plus même le même façon travail, le travail n'est plus le même donc ouais. voilà. Mais voilà, 300 € pour une semaine, ça donne comme ça une idée du budget. Souvent, vous avez aussi des tarifs négociés avec vos partenaires, donc des Ah bah, fois aussi, toujours, c'est plus intéressant. Ça permet, toujours. aux clients de faire des économies par rapport, justement à s'ils partaient en directement. Non Mmh seulement mh. il y a la prestation qui est tout inclus. Moi, je trouve que 300 € pour une semaine alors, bon, bien sûr, on a parlé de l'Asie, minimum, 10 jours, mais Oui, je veux dire, pour partir, par exemple, en Italie, hein, sans partir très, très loin, 300 € de plus sur le budget vacances, c'est pas un truc de dingue, donc bah, je pensez à bien investir, dans des professionnels, de l'organisation de voyage. Renseignez-vous, et puis, là, vous allez avoir comme ça des services, sur mesure, en fait. tout à fait, voilà.
Donc oui, c'est pour ça, moi j'ai un tarif, qui est tout à fait, correct et qui me permet de faire voyager beaucoup de personnes de manière, bien plus en sécurité, de les faire mieux voyager. C'est surtout ça qui m'intéresse et de leur faire de belles aventures. Eh ben, c'est parfait. Écoute, je crois que tu avais une dernière annonce à nous faire, mais là, c'est pour les travel planners ou les personnes qui se posent des questions sur le métier de travel planner. Tout Heu, à peut-être que certains, même, voyageurs se disent: «Tiens, les travel planners et c'est fait quoi?» ceci. Donc, que proposes-tu tout nouvellement? Parce que moi, je l'ai appris juste avant ce live, explique-nous, Julia, ce que tu vas proposer dorénavant. Tout à fait. Et bah, écoute, Anne, alors il faut savoir qu'aujourd'hui, moi, je vis pleinement de mon activité. Voilà, je suis vraiment, je vis ma meilleure vie, hein, on peut le dire, hein. Encore tout à l'heure, j'avais bêtement le sourire aux lèvres sur mon canapé, parce que je me dis que, voilà, juste après notre visio, je vais réserver d'autres billets d'avion parce que j'ai envie. Voilà, je suis vraiment heureuse de vivre vraiment de cette activité, d'avoir, des clients fidèles qui reviennent tout le temps me voir et qui voyagent uniquement avec moi. Et en fait, dans la continuité, de mon parcours professionnel, on a lancé, depuis, le 2 avril, donc vraiment Ah, c'est c'était très nouveau, oui, alors. voilà, ça fait des mois qu'on travaille dessus, hein, mais voilà, on a lancé notre formation pour aider justement, les travel planners à vivre aussi pleinement de leur activité. Donc on a créé vraiment une formation qui, on va dire, est totalement révolutionnaire par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, sur internet, à ce qu'on peut trouver. On est aujourd'hui plusieurs coachs dans cette formation. C'est tout un accompagnement, voilà, qui est, personnalisé et c'est une, formation, qui est vraiment très belle. C'est mon petit bébé. J'en suis vraiment très fière. On a des apprenants qui sont déjà en train de passer la formation et d'avoir leurs premiers clients, donc ça nous fait très plaisir. Donc voilà, c'est vraiment, la suite de mes aventures logiques. Voilà, je réussis dans ma vie professionnelle et je vois surtout qu'il y a une demande de formation, parce qu'il y a énormément de personnes qui souhaitent se lancer, qui souhaitent devenir, indépendants financièrement dans le monde du voyage, mais qui savent pas comment faire, qui souhaitent devenir travel planner, mais qui sont totalement perdus, qui sont pas du tout le sens de l'entrepreneuriat. Je vois beaucoup de travel planners, hein, qui sont, dans le flou en fait, qui savent pas comment vendre, leurs services. Donc c'est ce que j'apprends en fait tout simplement, avec comme garantie, à la clé d'avoir en fait à la fin de la formation, ses premiers clients. Voilà, donc c'est vraiment une garantie, qui est incroyable en fait, qu'on retrouve pas ailleurs tout simplement. Voilà, je sais pas si, tu vas faire passer, la masterclass? Oui, je vais la mettre là, en lien pour tous nos réseaux sociaux. Hem, je ne suis pas sûre qu'elle passe, mais Moi je la vois, tu l'as vue sur, oui, toi, tu l'as vue sur notre outil? Je oui. suis pas sûre qu'elle soit passée, sur Instagram. Je vais la mettre et puis après, je la mettrai aussi sur tous nos autres, voilà. Je l'ai mise sur Instagram et puis je la mettrai aussi sur tous nos autres, heu, ah! OK. Réseaux. Je te remercie, tout où on en a parlé comme ça, tu pourras, quand on va repartager, sur YouTube et Mmh. partout, je la mettrai aussi. Ouais. En tout cas, cette formation s'adresse vraiment, à des débutants, à des personnes qui n'ont pas du tout les compétences à la base, hein, comme moi, hein, je n'avais absolument pas des compétences dans l'entrepreneuriat ou dans le tourisme. Ça s'adresse à des travel planners qui viennent de commencer et qui n'arrivent pas à trouver de clients. Ça Ouais, s'adresse à ceux qui veulent devenir libres financièrement, voilà et voilà, avoir leur entreprise et pouvoir aussi, voyager, bah, comme moi, un peu quand ils veulent et puis pouvoir travailler aussi où ils veulent. oui. Donc ça s'adresse vraiment, de manière générale, en fait, à ceux qui sont motivés et qui souhaitent, vivre pleinement de leur activité. Eh bien, écoute, c'est parfait. On va rester sur ce bonheur de vivre pleinement de son activité. En tout cas, Julia, je te remercie. Bah, Moi, merci beaucoup. on continue de toute façon, on continue de suivre tes aventures aussi sur Tilti puisque, vous écrivez avec Justine des articles sur différents,
sujets. Les derniers, c'était sur le Portugal aussi, Mmh. comment les endroits, très intéressants à visiter au Portugal pour des week-ends, qui étaient vraiment, hors des sentiers battus aussi. Ouais. Et puis, ben, moi, chers auditeurs, je vous retrouve dans 15 jours et là, on va parler de peur en avion parce que saviez-vous que je suis une ancienne phobique et que j'ai fait un stage pour me soigner et depuis près de 15 ans, je vole dans un avion de façon très confortable et j'ai même pris l'hélicoptère pour visiter le Grand Canyon. Donc je suis assez fière de vous présenter la solution qui m'a permis de revoyager. Et bah, j'ai hâte de t'écouter. Et bah, Julia, je te remercie. Alors à tous, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.